Salut, et si l'on parlait de Layla et ses frères? Bonjour Saïd. Bonjour. C'est mercredi 24 août que sort Layla et ses frères, le nouveau film de Saïd Roustahi. Layla a dédié toute sa vie à ses parents et à ses 4 frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leur désillusion personnelle. Afin de les sortir de cette situation, Layla élabore un plan, acheter une boutique dans une galerie marchande afin de lancer une affaire avec ses frères. Mais à la surprise de tous, leur père Ismaël promet une grosse somme d'argent à sa communauté afin de devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction dans la tradition persane. Alors que la santé du patriarche se détériore, les actions de chacun entraînent la famille au bord de l'implosion. Après l'excellent La Loi de Téhéran sorti l'année dernière, le jeune et talentueux réalisateur iranien Saïd Roustahi revient au cinéma avec une fresque familiale sublime et émouvante. Mais comme à son habitude, le réalisateur utilise un style de film, qu'il soit polar avec La Loi de Téhéran ou familial avec Layla et ses frères, pour montrer tout simplement au monde comment son pays vit et survit entre la pauvreté qui gagne de plus en plus de terrain en emmenant avec elle les différentes classes sociales, les problèmes de drogue et bien entendu les traditions vieillissantes qui ne s'accordent plus avec une jeunesse qui ne réclame qu'une chose, le changement. Avec Layla et ses frères, Saïd Roustahi pointe tout particulièrement ces problèmes de tradition qui peuvent aller jusqu'à détruire une famille qui est partagée entre plusieurs générations et plusieurs niveaux de vie. Et grâce à son style documentaire, en filmant souvent caméra à l'épaule au plus proche de ses comédiens, le réalisateur nous fait presque participer à ces problèmes sociaux et familiaux qu'il dénonce dans son film. Et c'est ça qui est tout simplement sublime. Et j'ai eu la chance il y a quelques semaines de rencontrer le réalisateur Saïd Roustahi pour une interview que je vous propose de regarder tout de suite. Après La Loi de Téhéran, qui était plutôt un polar, vous revenez avec un troisième film qui est une fresque familiale, comme l'était un peu votre premier film. Pourquoi du coup être revenu dans ce genre-là? Moi, je ne considère pas que La Loi de Téhéran était de genre policier. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai toujours fait des films sur l'individu et la relation que l'humain entretient avec l'autre humain. Donc certes il y a des choses du genre qu'après vous allez voir, vous allez dire voilà il y a tel élément de genre policier qu'on voit, mais moi je n'ai pas tout à fait réfléchi comme ça. Parce que c'est pas parce qu'il y a un policier qui a des trafiquants que le personnage est défini pour moi. La définition d'un personnage dans un récit, c'est à travers en fait ce qu'il fait avec les autres, les liens, les relations qu'il entretient ou pas avec son entourage. Ce qui est intéressant dans le scénario, c'est qu'il y a deux histoires qui se rejoignent à la fin, c'est-à-dire celle du père qui est prêt à tout pour devenir le parrain de ce mariage, et celle de Layla prête à tout pour avoir cette boutique, et qui pourrait tout changer pour eux d'ailleurs. Et ils sont en fait finalement tous les deux très similaires dans leur comportement, que ce soit Layla et son père. Layla et ses frères dans le film en fait voient le salut avec l'emploi. Et le père en fait voit le salut dans l'idée de devenir en fait le grand de la famille, le parrain. Néanmoins, la différence entre le fait que une des volontés c'est logique et l'autre volonté est illogique en fait. Layla essaye en plus avec tous les moyens logiques d'arriver à ce qu'elle veut, mais comme parfois elle n'y arrive pas, elle devient un peu insolente. Tandis que le père est insolent dès le début en fait. Lui, tout est illogique chez lui, ce qu'il veut, la manière dont il veut, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas de la même manière, leur comportement n'est pas de la même manière. Il y a quelque chose de logique d'un côté et de l'autre illogique. À travers l'histoire de cette famille, vous en profitez pour montrer la souffrance d'un pays qui est déchiré en deux entre... Enfin, comme en France d'ailleurs, il n'y a plus de classe, il y a la grande classe et la classe d'en bas on va dire. On sent qu'il y a un gouffre qui les sépare, qui s'agrandit de jour en jour. Et il y a aussi les traditions et les dictats d'honneur qui sont sur le paraître, ce qu'on va penser de notre famille, etc. Qui sont obsolètes de nos jours. Et ça on le retrouve souvent dans tous vos films. Est-ce que c'est quelque chose d'important que le côté sociétal soit quand même impliqué dans l'histoire de vos films? En fait, il y avait une classe moyenne assez épaisse en Iran qui était vraiment le résultat des années d'une société finalement.
Les gens, quand ils travaillaient, par exemple, ils avaient acheté une voiture. Maintenant, ça devient comme si vous travaillez, mais enfin normal, vous n'arrivez pas à acheter une voiture. Du coup, il y a cette gouffre-là, il y a les très riches et la classe moyenne est devenue finalement pauvre. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Maintenant, dans la société iranienne, c'est quelque chose qu'on voit vraiment. Évoquons maintenant votre manière de filmer. Alors moi, c'est ce qui m'avait, ce que j'avais adoré dans La Loi de Téhéran et qu'on retrouve aussi dans Layla et ses frères, c'est que vous avez une manière de filmer souvent avec la caméra à l'épaule, en des plans très serrés, les regards sont toujours très importants et on est des fois à la limite du documentaire et du coup ça donne un aspect très immersif. Que ce soit dans La Loi de Téhéran, il y avait beaucoup de tension. Là, avec Layla et ses frères, on a vraiment l'impression de faire partie de la famille et d'être, même quand il y a des engueulades, on a l'impression d'être dedans. Enfin, c'est vraiment très immersif. Donc, je voulais savoir comment ils travaillaient cette partie-là de ces films. Si c'est vraiment comme ça, c'est super parce qu'en fait, moi je voulais faire en sorte qu'on oublie la caméra, qu'on pense qu'il n'y a plus de caméra. Dans toutes les répétitions, en fait, tout ce qu'on a fait, l'idée était qu'on n'arrive pas à voir qu'il y ait eu des répétitions, en fait, qu'il y a un scénario. Par exemple, cette maison-là qu'on a pris, c'était deux maisons, toutes petites maisons de 45 mètres carrés qu'on a mis ensemble. On a fait quand même beaucoup de différentes, disons, on a changé quoi, tout l'intérieur, etc. Mais il fallait pas que ça se voie. Il fallait pas que ça se voie que j'ai travaillé le lieu de tournage. Il y avait un grand travail cinématographique sur la lumière, mais en fait il faudrait que pour vous ça soit naturel, comme si en fait c'est toutes des lumières naturelles. Beaucoup de plans, mais en fait il ne faudrait pas que vous arriviez à voir qu'il y a trop de plans. Pareil en fait pour les acteurs, en fait quand ils parlent, quand ils disent des dialogues, tout est écrit de virgule près. Mais en fait moi je voulais que ça soit d'une telle manière que vous pensez que c'est quasiment l'improvisé. Parce qu'en fait dans la vie réelle c'est comme ça, quand je dis une phrase, la phrase d'après on ne sait pas exactement ce que ça va être. Donc c'était vraiment mon but et tant mieux si ça a fonctionné. Justement, sur la photographie, vous avez retravaillé encore avec... Houman Behmaneh. Voilà. Et justement, je trouve que, comme pour La Loi de Téhéran aussi, il apporte dans sa photographie quelque chose de très naturel, où des fois on se demande même s'il y a des projecteurs qui sont utilisés, etc. Comment ça, vous travaillez avec lui? On est amis hein, avec Houman, on est potes, donc déjà ça il faut le savoir. Et puis après, je pense que c'était la première personne à qui j'avais parlé de l'histoire de ce film. C'était avant La Loi de Téhéran quand je parlais de celui-ci. Et puis on se parle beaucoup, on se donne des idées pendant longtemps, on s'envoie des images pour voir en fait à quoi nos images du film vont ressembler ou pas d'ailleurs. En fait, elle a de très bonnes idées, tout ça. Comment va être le mouvement de caméra, tout ça, c'est vraiment un long travail qu'on fait ensemble. Et puis lui, il met beaucoup de temps pendant le tournage. Alors, il y a un truc incroyable, c'est que c'est lui-même qui a la caméra, c'est personne d'autre. Donc c'est lui qui le fait. Et il met énormément de temps pour la lumière, tout ça, et je pense que c'est vraiment un des meilleurs dans son domaine. Hein. Alors parlons du casting. Pour la troisième fois, vous tournez avec Peyman Mohaadi et Navid Mohamadzadeh. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît chez ces deux acteurs? Navid, ça fait très longtemps dans mes courts-métrages, en fait, il était avec moi. Il avait longtemps, il avait fait une pièce de théâtre. Et donc voilà, 3 films de fiction, on a fait aussi ensemble avec les deux, comme vous l'avez dit. On est très potes, il faut savoir qu'on est amis, on se connaît super bien.
Mais il faut savoir que moi, quand j'écris, c'est mon inconscient qui me guide. En fait, pendant que j'écris, d'un coup, c'est comme si je vois Navid prend forme. C'est pas moi qui va dire parce que c'est mon ami, parce que j'ai bossé avec. Non, c'est eux qui viennent à moi dans mon inconscient pendant le moment de l'écriture, et puis il faut aussi, ils s'imposent à moi en fait. Hein. Et il faut savoir que ce sont quand même les meilleurs en Iran, et j'ai beaucoup de plaisir et c'est hyper facile de bosser. Pour le rôle de Layla, nous avons Taranee Ali-Dosti, qui est, alors pour moi, elle est incroyable de force et de combativité. Et je me suis renseigné un peu sur elle et j'ai vu qu'elle était très engagée, féministe dans son pays. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une femme qui était presque similaire à la vie comme à l'écran, avec quelqu'un avec un caractère assez fort? Avant tout, c'est la capacité du jeu, du jeu d'acteur qui m'intéresse, bien évidemment. Mais néanmoins, en fait, c'est super que quand j'ai un acteur ou une actrice qui a en fait ces engagements-là envers la société. Et Taranee, c'est ça. Moi, j'aime bien travailler avec les gens bons, les gens qui sont humainement jolis, en fait, belles. Et donc Taranee en fait partie, c'est-à-dire qu'elle est brillante en tant qu'actrice, et ça, moi j'ai besoin de gens brillants. Et de l'autre côté, en fait, c'est une très très belle personne avec des très beaux engagements. Donc là, vous êtes à votre 3e long métrage dans votre carrière. Dès que vous sortez un film, vous êtes souvent multi-récompensé un peu partout dans les festivals, etc. Comment vous prenez ça? Comment vous le gérez? Bien sûr, c'est plaisant d'être dans les festivals, d'avoir les récompenses, etc. Mais en fait, c'est pas l'essence de mon travail. L'essence de mon travail, c'est le cinéma, c'est-à-dire que je mets 2 ans pour écrire un scénario, après je fais des découpages, je fais des répétitions, on fait des lectures, après je prends une petite caméra, on fait encore des répétitions avec des figurants, sans les figurants, etc. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Ensuite, en fait, le destin du film, c'est aussi un peu par rapport à la chance, par rapport à ce qui se passe. C'est Alena, quels sont les autres films, en fait, qui ont été créés dans le monde? Combien de films vont être dans tel festival? Tout ça, vous voyez? Donc, c'est vrai que jusque-là, j'ai eu de la chance d'être à Venise, à Cannes, tout ça. Mais peut-être qu'un jour, je ferai un film qui ne plairait pas à tel ou tel festival. C'est pas grave, en fait. Ça, c'est l'après-film. Moi, quand je fais un film, je ne pense pas à tout ça. C'est vraiment le film en soi qui m'intéresse et ce qui est dans ma tête. Justement, toutes ces récompenses à travers le monde commencent à vous donner une réputation internationale. Est-ce que vous, dans l'idée, dans un futur proche, de tourner avec un casting international, en anglais peut-être, etc., est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit, ou vous voulez vraiment rester sur un cinéma purement iranien? J'ai en fait déjà une histoire qui doit être faite vraiment à l'étranger, mais pour l'instant c'est pas du tout ma priorité. Ma priorité c'est l'histoire que j'ai en tête que je dois faire en Iran. Thank you, Saïd. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Bref, vous l'avez compris, Saïd Roustahi est un conteur d'histoire et un réalisateur hors pair qui arrive à faire des films au rythme des battements du cœur de son pays en souffrance. Donc si vous voulez voir un film sur l'amour, la transmission et la résilience, allez au cinéma voir Layla et ses frères qui sort le 24 août. Moi, en attendant, je vous laisse avec quelques images du film et surtout, pensez à vous abonner. Salut! علیرضا تو اخراج شدی یه کار درست را بنداز برادراتو جمع کن دور خودت از این فلاکت درشون بیار به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکشو قسطی به ما بدن نمیتونیم داداش من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه موقعیت از این بهتر من اگه میتونستم نفری یه مغازه میخریدم واسه خودمون باورم میکردم بزرگ فامیل
حاج غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل. چون هیچکی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه. کادو اول عروسی کم پولی نیست. خودت چی داری؟ 40 تا سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول کم داریم. ولم کنید منو. هر کی ناراضه بره از این خونه. خاک بر سر هر 4 تاتون با هم. یه تناکورا هم نتونستیم بزنیم. واقعا. خدای دورتون بگردم که اینقدر قشنگ. برای همچین آدمی خیلی معنی میده بره تو مرد سیگنال اون بالا بشینه. اسماعیل جنوب رو! من 10 بار به بابات گفتم اگه نمیتونی قبول نکن. نه این چه کاریه؟ آبجیم آبرو نمیمونه برامون. عقب مونده یه علاف گدا فقط مال یه دقیقتونه. چیکار کنم حالمون خوب بشه؟ لیلا! برام یه آبجی بیار که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد.